Samuel Mayol, bonjour. Bonjour Gérard. Bon, alors, Samuel Mayol, vous êtes un universitaire. Vous avez obtenu en 2001, c'est-à-dire vous aviez alors à peine 30 ans, un doctorat en sciences de gestion à l'université de Caen avec avis honorable et félicitations du jury. Alors, je vous en félicite d'abord. Et vous avez fait une carrière donc universitaire et cette carrière a été s'est déroulée essentiellement au sein de l'université Paris 13 et vous avez été à partir de 2012 nommé, je ne sais pas si c'est nommé ou élu, je ne sais pas comment ça se passe. Élu. Pardon, Élu. élu, vous avez été élu directeur de l'IUT de Saint-Denis. Ce qui n'est pas une petite chose, puisque ça regroupe, l'IUT de Saint-Denis regroupe 2000 étudiants, 120 professeurs permanents, 600 vacataires, sans parler d'une grosse trentaine de personnels administratifs. Donc, on peut parler là d'une véritable gestion d'entreprise. Je voudrais que nous commencions cet entretien en restant dans le cadre de l'université et notamment au sein de l'IUT de Saint-Denis. Vous êtes élu directeur de l'Institut de Saint-Denis, de l'Institut universitaire de technologie de Saint-Denis. Que se passe-t-il? Alors d'abord, merci beaucoup pour cette présentation effectivement assez complète. Effectivement, alors ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que je connaissais très bien cette IUT avant d'en être élu directeur, puisque j'y ai moi-même été étudiant en 1990 jusqu'en 1992. Ensuite, j'ai continué à l'université Paris 13 et je suis revenu très rapidement en tant qu'enseignant, d'abord vacataire et ensuite permanent, maître de conférence à l'IUT de Saint-Denis. Après avoir fait ma thèse en 2001, j'ai été 12 années à l'IUT de Valenciennes et ensuite je suis revenu à l'IUT de Saint-Denis en 2003. En 2012, effectivement, je suis élu donc directeur de l'IUT de Saint-Denis. Je ne sais pas si tout le monde connaît le fonctionnement universitaire, mais tous les responsables à l'université sont élus parmi les enseignants. Voilà, mon métier, c'est pas d'être directeur, c'est d'être maître de conférence. Et dans le cadre de mon métier, eh bien, on m'a confié cette responsabilité administrative qui est donc de diriger l'IUT. C'est donc pour les directeurs d'IUT des mandats de 5 ans. Donc, j'ai été élu en 2012. On va revenir bien évidemment sur le premier mandat. J'ai été réélu ensuite en 2017. Et donc, mon deuxième mandat se termine en 2022 et on peut faire que 2 mandats consécutifs. Donc, en 2022, il y aura un nouveau directeur ou une nouvelle directrice à l'IUT de Saint-Denis et moi, je continuerai à y être enseignant en tant que maître de conférence. En 2012, donc, lorsque j'ai pris la responsabilité de l'IUT, je me suis rendu compte assez rapidement de 2 phénomènes qui ont été maintenant médiatisés, donc c'est plus du tout un secret, mais 2 phénomènes parallèles. Et finalement, je me suis rendu compte après que les 2 phénomènes, finalement, se rejoignaient. D'abord, des étudiants de l'université, je précise, ce n'étaient pas des étudiants de l'IUT de Saint-Denis, ils venaient donc de l'université de Villetaneuse, qui avaient implanté au sein de l'IUT une salle de prière. Et bon, ce qui déjà n'est pas autorisé dans le cadre d'une université, il n'y a pas de lieu de prière possible pour quelque religion que ce soit. Mais ce qui était d'autant plus embêtant, c'est que ces étudiants-là faisaient des pressions sur les étudiants et surtout sur les étudiantes pour que, eh bien, il y ait une pratique religieuse. Alors, j'ai été très critiqué sur cette façon de dire les choses, parce que mes adversaires n'ont jamais accepté cela, mais j'ai quand même des témoignages, notamment des témoignages écrits d'étudiantes qui vont dans ce sens. Et puis, en parallèle de ça, eh bien, dans un des départements de l'IUT, donc du coup dirigé par un chef de département, donc les IUT sont organisés en départements. Dans mon IUT, il y en a 7 départements de formation. Un des départements eh bien, a été dirigé par un enseignant, mais de conférence également, qui avait recruté des faux enseignants, notamment des faux enseignants vacataires, pour des matières qui n'existaient pas dans le département et de façon en plus totalement démesurée. Et donc finalement, j'ai refusé bien évidemment de signer les contrats de vacation de ces faux vacataires. Et quand on regardait un petit peu le montant total de ce qui aurait pu être versé à ces faux vacataires si moi j'avais accepté d'en signer les contrats, on arrivait auprès de 200 000 € de détournement de fonds à travers
ce qu'on peut très bien appeler des emplois fictifs. Et en réalité, je me suis rendu compte que le chef de département et les enseignants qui gravitaient autour de lui et les étudiants de cette association qui avait implanté une salle de prière, en réalité, étaient totalement de connivence. Et donc, je ne sais pas s'il y avait une cause commune derrière tout ça, mais en tout cas, ils étaient totalement liés. Le président de l'association étudiante m'a même dit que cet enseignant était pour lui un père. Donc, ça montre quand même que les liens de proximité étaient importants. Donc, moi, j'ai mis fin à ces différentes pratiques, les unes et les autres, bien évidemment, donc au niveau des faux enseignants et au niveau de cette salle de prière. Et c'est bien sûr là que mes problèmes ont commencé, d'abord en interne. Hein, j'ai eu beaucoup de pression, de menaces, voilà, donc de tentatives d'intimidation au sein même de l'université, à l'extérieur, ou plus ou moins à l'extérieur, on ne le saura jamais vraiment, un certain nombre de menaces de mort, 32 en réalité, plus 2 agressions physiques. Et puis, eh bien, une hiérarchie qui ne m'a pas du tout soutenu, le président de l'université de l'époque, puisqu'il a même cru bon, non seulement de me suspendre de mes fonctions, de m'envoyer en commission disciplinaire, prétextant que j'avais inventé totalement ce phénomène qui n'existait pas, allant même dire que c'est moi qui avais créé cette salle de prière en y mettant donc des tapis dans un local dans lequel il y en avait pas. Voilà. Alors, on pourrait rentrer dans les détails, on peut passer des semaines entières à expliquer tout ce qui s'est passé. Moi, ça m'a pris 4 ans pour mener à terme ce combat. À la fin, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu différents organismes qui se sont intéressés à l'affaire. D'abord, l'inspection générale des services, qu'on appelait à l'époque chez nous l'IGA-ENR, Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, qui ont fait 2 enquêtes administratives diligentées par la ministre de l'époque, qui était Najat Vallaud-Belkacem. Et donc, les 2 enquêtes m'ont donné raison sur les faits que j'ai dénoncés. Voilà, donc sur les entraves à la laïcité et les tentatives de détournement de fonds. Il y a eu bien évidemment la commission disciplinaire qui s'est réunie, puisque c'est ce que le président avait souhaité, m'envoyer en commission disciplinaire. Et la commission disciplinaire m'a donné raison, intégralement. Et sur tous les faits qui m'étaient reprochés, l'université a été déboutée. La commission disciplinaire a exigé ma réintégration immédiate en tant que directeur de l'UT, puisque j'avais été suspendu. Et la commission disciplinaire a même écrit noir sur blanc que cette suspension avait été abusive. Ensuite, moi, j'avais porté plainte contre l'université, bien évidemment, parce que c'était juste inacceptable que celui qui dénonce se retrouve accusé. Et le tribunal administratif de Montreuil m'a aussi donné raison et a même estimé que ma suspension avait été illégale et a condamné l'université à 1 500 € de dommages et intérêts. Vous voyez que je ne me suis pas vraiment enrichi avec cette affaire. Et en parallèle de ça, eh bien récemment, très récemment, la Cour des comptes a enquêté sur le fonctionnement général de cette université et est revenue du coup sur l'affaire de l'UT de Saint-Denis, me donnant à nouveau raison, alors que là, pour le coup, personne ne lui avait vraiment posé la question, mais me donnant à nouveau raison en estimant que le fonctionnement de l'IUT de Saint-Denis depuis cette affaire sur la question de la gestion des heures était totalement irréprochable et donc a estimé que j'avais raison à l'époque sur les tentatives de détournement de fonds. Donc ça fait quand même 5 enquêtes différentes par des organismes différents qui m'ont toutes donné raison dans ce qui s'est passé à l'IUT. Et entre-temps, eh bien, ce sont mes collègues eux-mêmes qui m'avaient donné raison, puisque cette affaire, en réalité, a commencé en 2013 et s'est terminée en 2016 avec ma réintégration. Et donc, j'ai été réélu directeur de l'UT de Saint-Denis par mes collègues en 2017. Voilà. Et aujourd'hui, l'UT de Saint-Denis se porte particulièrement bien. Et d'après le journal de l'étudiant, c'est un des 4 IUT les plus attractifs de France. Bien, mais écoutez, alors, ça, c'est effectivement une exception réelle des faits. Moi, je voudrais quand même insister sur les conséquences que ça a pu avoir pour vous. Parce que je me souviens à l'époque, vous nous aviez parlé d'un certain nombre de pressions qui étaient exercées, d'agressions physiques. Vous l'avez dit, à 2 reprises, vous avez fait l'objet d'agressions physiques. Et puis sur votre vie familiale, et vous étiez particulièrement soutenu par votre famille, et ça a été quand même un point très très important dans cette histoire. Oui, effectivement, ça a été, là, je vous raconte ça effectivement en quelques minutes, mais à vivre au quotidien pendant 4 ans une telle affaire, ça a été une horreur absolue. Ça veut dire concrètement que moi, j'étais menacé de mort quasiment tous les jours.
Je recevais des courriers d'abord à l'IUT, ensuite chez moi. Ils sont venus jusque dans mon parking pour mettre à sac intégralement ma voiture. Ils ont menacé de mort ma femme, mes enfants. Mes enfants n'avaient plus le droit de faire de sortie scolaire à l'époque. En plus, moi, j'avais peut-être fait l'erreur de ne pas trop leur parler de l'affaire. Ils étaient encore petits et finalement, mon fils aîné l'a appris par des camarades à l'école. Puis vous savez bien que les garçons, enfin les enfants entre eux, ils se disent pas forcément les choses avec beaucoup de tact. Donc du coup, quand vous avez votre gamin de 8 ans qui arrive chez vous en pleurs en disant «Papa, il paraît que tu es menacé de mort, est-ce que tu peux me dire pourquoi?» Alors qu'effectivement, je n'avais pas du tout parlé de cette affaire-là avant. Bon, voilà, c'était des moments très, très difficiles ou des moments où eh bien, des personnes étaient venues sonner chez moi alors que j'étais à l'extérieur, on était en famille. Et finalement, je suis rentré chez moi escorté par des policiers avec mes enfants. Voilà, enfin, il y a eu des moments très difficiles, en effet. Voilà, bon, moi, j'ai pas trop l'habitude de m'apitoyer sur mon sort. J'ai mené quand même le combat jusqu'au bout, malgré les pressions, les menaces et les tentatives d'intimidation. Loin de me décourager à l'époque, ça m'a plutôt au contraire renforcé dans ma conviction. J'ai été soutenu effectivement par toute ma famille, ça c'est évident, et heureusement qu'ils étaient là. Et puis, eh bien, au début de l'affaire, j'étais complètement seul, un peu isolé, quoi. Je ne savais même pas avec qui j'aurais pu m'entretenir de tout ça et avoir des soutiens. Mais en réalité, à partir du moment où cette affaire a été médiatisée, eh bien, il y a eu toute une solidarité qui s'est mise en place, notamment à l'extérieur, donc du coup de l'université. Et c'est comme ça que moi, j'ai été mis en contact avec le comité Laïcité République, qui, dès le moment où cette affaire a été médiatisée, m'a contacté, notamment par l'intermédiaire d'un vice-président à l'époque qui est Alain Sexig, Philippe Foussier également, qui était président d'honneur du comité Laïcité République, Patrick Kessel, qui en était le président à l'époque. Ces personnes-là m'ont finalement intégré dans cette association qui a été pour moi très fraternelle dans le sens où elle m'a beaucoup aidé et tout le monde m'a aidé. Gérard, tu en as fait partie, bien évidemment, de mes soutiens les plus importants. Et voilà, et grâce à toutes ces personnes-là, j'ai pu tenir parce que je savais que je n'étais plus seul. Alors, j'étais seul dans l'université, j'étais un peu seul dans l'IUT, même si beaucoup de collègues m'ont soutenu, mais en tout cas, à l'extérieur, j'ai été très soutenu par beaucoup de personnes. Et c'est ce qui m'a permis Ah, de tenir. bon, mon but n'était pas de vous faire vous apitoyer sur vous-même, hein, mais je voulais quand même faire prendre conscience à nos lecteurs de ce qui peut se passer dans ce type de situation et de la violence qui est exercée sur les individus. Et nous allons terminer là cette première partie de notre entretien